Et salut à toute la grande famille du vivant encore, et toujours très heureux de venir faire une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des super pouvoirs du peuple. Et si je fais cette vidéo, évidemment, c'est parce que, évidemment, je ne peux que constater que le peuple est aveugle à la majeure partie de ses pouvoirs, à ses pouvoirs les plus puissants. Et cette vidéo aura pour but d'éclaircir la sémantique, puisqu'effectivement, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi le peuple est aveugle à ses plus grands pouvoirs ? Eh bien justement, une partie de la réponse pourrait se trouver dans la sémantique et dans une mauvaise compréhension de certains concepts. Pour cela, on va prendre 1789 et une phrase qui dit que la souveraineté s'exerce essentiellement par le peuple. Alors c'est une phrase qui semble anodine et pourtant elle renferme beaucoup de concepts qui, à mon avis, au vu de ce que je peux observer, est mal compris. Donc dans cette phrase, nous avons le mot souveraineté, nous avons le mot essentiellement et nous avons le mot peuple. Nous allons commencer par le mot peuple. Le mot peuple, c'est un ensemble d'individus régis par les mêmes lois. D'accord ? Un ensemble d'individus régis par les mêmes lois. Alors je sais que c'est bateau, que tout le monde le sait, mais vous comprendrez bien donc qu'un peuple ne peut pas exister sans individualité. Ça va nous aider pour la suite de la vidéo, bien sûr, pour la compréhension. Ensuite, pour le mot souveraineté. La souveraineté, c'est pas très compliqué. Vous remplacez le mot souveraineté par pouvoir de décision. Ainsi, la souveraineté du peuple devient le pouvoir de décision qu'a le peuple sur lui-même. Et effectivement, quand nous prenons déjà cette grille de lecture, nous voyons que le peuple n'est absolument pas souverain. Il n'a aucun pouvoir de décision sur lui-même, si ce n'est l'élection. Mais hormis celui-là, finalement, il n'a aucun pouvoir de décision sur lui-même. En vous rappelant que l'élection passe par le vote, et que le vote n'est que la division de la souveraineté du peuple par le nombre d'individus qui le composent. Maintenant, cette souveraineté du peuple, vous voyez bien qu'elle a une origine, elle a bien une base, elle ne sort pas d'un chapeau. Et effectivement, avant que le peuple ait un pouvoir de décision sur lui-même, eh bien, j'ai et vous avez un pouvoir de décision sur vous-même. Si je retranscris alors, ça fait que vous avez une souveraineté individuelle. Et c'est en ça que tout réside. Comme je vous le disais, il ne peut pas y avoir de peuple sans individualité. Et il ne peut pas y avoir de pouvoir du peuple sans individualité. Dit autrement, et c'est une phrase qui est très importante, la totalité des pouvoirs du peuple s'exerce de façon individuelle et non pas collective. Parce que c'est vrai que cette phrase, la souveraineté du peuple s'exerce essentiellement, la souveraineté s'exerce essentiellement par le peuple, eh bien on pourrait croire, et c'est ce que j'ai l'impression qu'on fait, on se focalise sur la partie collective des pouvoirs du peuple. Mais je vous le rappelle, une manifestation, c'est un ensemble de choix individuels, de se réunir au même endroit, au même moment, pour une même idée. Et c'est pour ça que je vous dis que tous les pouvoirs du peuple s'exercent que de façon individuelle. Et c'est parce que nous focalisons sur la partie collective qui ne dépend pas de nous, à contrario de notre souveraineté individuelle, c'est-à-dire de notre pouvoir de décision, eh bien, lui dépend de nous, ce pouvoir individuel. Or, le collectif, non. Et quand vous misez sur quelque chose qui ne dépend pas de vous, alors, eh bien, les probabilités pour que ça réussisse sont beaucoup moindres que quand vous vous exercez uniquement à ce qui dépend de vous. Et donc, la deuxième réponse au fait que le peuple français soit ignorant à ses propres pouvoirs, eh bien, c'est justement parce que c'est individuel et c'est justement parce que ça dépend de lui. Dit autrement, il faut changer nous-mêmes. Et généralement, quand nous cherchons un objectif idéal, eh bien, l'idéal, c'est quand j'ai pas à changer moi-même. Et voilà pourquoi nous sommes aveugles à tous nos pouvoirs, parce que nous focalisons uniquement sur la partie collective, qui, je vous le rappelle encore une fois, n'est qu'un ensemble de décisions individuelles. Maintenant qu'on a éclairci le mot peuple, maintenant qu'on a éclairci le mot souveraineté, on a vu que ils utilisaient le mot essentiellement. Alors c'est pour ça que c'est assez nuancé.
Comme je vous le disais, le peuple en qu'entité, en tant que concept, en tant qu'abstraction, le peuple n'est absolument pas souverain. Par contre, individuellement, vous êtes souverain. Vous avez beaucoup plus de pouvoir de décision individuel que collectif, tout simplement parce que ça dépend de vous. Et c'est sur la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous montrer par quoi se traduit ce pouvoir de décision dans votre quotidien. Puisque, comme je vous le dis, c'est individuel, alors ce pouvoir de décision, il est partout dans votre vie. Et il est tous les jours. Aucune de vos journées ne se fait sans votre pouvoir de décision. Si vous décidez de ne pas faire quelque chose, alors vous ne le faites pas. Et donc, pour qu'il soit fait, il faut que vous le décidiez. Il faut que vous fassiez un choix. Dans le droit, ce pouvoir de décision se traduit, alors pas que, mais se traduit par le consentement. D'accord ? Le consentement est un pouvoir de décision. Dit autrement, le pouvoir de décision est un consentement et le consentement est une partie de votre souveraineté individuelle. Et ce consentement, il est omniprésent, puisque rien ne se fait sans votre consentement, à part, nous allons le voir bien sûr, vos obligations, dit autrement, l'ordre public. Pour cela, je vais être obligé de faire un rapide retour sur les bases du système. Ça me semble essentiel et j'espère qu'on n'y reviendra pas. Le système est un système commercial. Il achète et il vend tout. Et parce qu'il achète et qu'il vend tout, alors il capte notre énergie, ou encore notre force de travail pour certains, ou même pour la partie financière, pardonnez-moi, la capacité énergétique à contracter et rembourser une dette. Et pour cela, pour que nous continuions à donner notre énergie docilement, le système fabrique notre consentement. Vous avez peut-être déjà lu le bouquin de Chomsky, La fabrique du consentement. Alors qu'est-ce que c'est la fabrique du consentement? C'est l'orientation de votre pouvoir de décision dans leurs intérêts plutôt que les nôtres, plutôt que les vôtres. Et ce consentement, il est important puisque vous allez le retrouver dans le contrat. Et comme je vous le disais, vous êtes dans une société commerciale, dit autrement, vous avez des droits, vous avez des obligations, des devoirs, et tout le reste a besoin de générer votre consentement. Dit autrement, tout le reste devient contractuel. Et oui, si vous voulez commencer à reprendre une partie de votre pouvoir de décision, de votre souveraineté, de votre consentement, il me semble évident qu'il vous faut articuler parfaitement la notion de contrat, article 1100 et suivant du Code civil. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, en dehors de vos obligations, tout le reste devient consentement, tout le reste devient contractuel. Et donc, ne pas connaître la loi des contrats, c'est un peu comme jouer contre vous, jouer dans un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Ensuite, alors je peux faire un rapide retour sur le contrat. Le contrat naît d'abord d'une volonté entre au moins deux êtres humains, ou personnes, ça dépend par quel système vous passez. De cette volonté apparaît des obligations de faire ou de ne pas faire. Et donc nous consentons aux obligations de faire ou de ne pas faire. Et parce que nous avons des obligations, alors émerge la sanction au manquement de nos obligations. Dit autrement, la sanction émerge de l'obligation et l'obligation émerge du consentement. Et c'est très important à comprendre, surtout dans une société commerciale. Donc voilà déjà comment ce consentement se manifeste au quotidien. Mais vous vous doutez bien que vous avez plein d'autres pouvoirs, vous avez plein d'autres pouvoirs de décision. Par exemple, dans votre consommation. La consommation, c'est aujourd'hui l'essentiel de notre croissance. Et donc là, l'énergie, votre force de travail, se traduit par votre consommation et par vos choix de consommation. Coluche l'avait dit de la façon la plus simple, s'il continue à vendre de la merde, c'est parce que nous continuons de les acheter. Mais j'ai pas grand-chose à dire de plus à ce qu'il a dit. Effectivement, vous voyez bien que
tout se passe au niveau individuel. On cherche uniquement à se réunir, etc., etc. N'oubliez pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais la manifestation n'est qu'un ensemble de choix individuels, de se rejoindre au même endroit, au même moment pour une même idée. Donc là encore, la consommation est un pouvoir central, c'est essentiel. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez que les sociétés privées, celles qui nous mettent à genoux toute l'année, sont régies par la maximisation des profits et la minimisation des pertes. Et parce qu'elles ont cette règle-là, notre pouvoir est très important. Parce que dès que nous allons changer de façon individuelle notre façon de consommer, eh bien, leurs ordinateurs, leurs logiciels extrêmement pointus vont leur dire « Attention, il faut que vous vous réadaptiez. Il faut encore maximiser les profits et minimiser les pertes. » Et donc, à la fin de l'année, au bilan, si nous changions notre consommation, eh bien, les ordinateurs ne pourraient que dire à ces sociétés privées que de changer. Le pouvoir vient d'en bas. Nous avons créé ce monde par nos choix et les conséquences de ces choix. Et quand nous faisons des choix qui sont fabriqués, notre consentement, quand nous faisons ces choix dans leurs intérêts plutôt que les nôtres, alors nous jouons contre nous. Je sais que, vu comme ça, les pouvoirs du peuple sont beaucoup moins glamour que la belle manifestation qui passe à la télé, etc., etc. Et pourtant, l'énergie d'1 million d'êtres humains sur les Champs-Élysées ou éparpillés sur tout le territoire, eh bien ça reste le pouvoir, l'énergie d'1 million d'êtres humains. Donc on joue sur les mêmes ordres de grandeur. Ensuite, l'une des façons de reprendre aussi sa souveraineté, ou encore son pouvoir de décision, ou encore son consentement, eh bien, c'est de savoir où on en a un à donner. Si vous êtes incapable d'identifier vos obligations, alors vous ne pouvez pas savoir si vous avez un consentement à donner ou pas. Et ce qui se passe, c'est que vous donnez un consentement par ignorance. Ne voyez pas forcément le consentement par quelque chose d'écrit et de signé, pas du tout. Vous pouvez le donner par ignorance, par le silence, et de façon tacite, c'est-à-dire de façon implicite, par tout signe, par tout un tas de choses. Et donc, la première des choses, c'est de savoir quand est-ce que vous avez un consentement. Et si vous ne connaissez pas vos obligations, alors vous êtes incapable de récupérer votre pouvoir de décision ou votre souveraineté. Et donc, pour cela, il faut connaître ses droits. Et vos droits, c'est quoi? Et ça, c'est important, même pour les idéologues de la fraude du nom qui n'ont toujours pas compris ce principe, c'est que mes droits à moi sont vos obligations, sont leurs obligations. Vos droits sont leurs obligations. Et ça, c'est très important. Quand vous faites valoir vos droits, vous leur demandez de respecter leurs obligations. Et ça, c'est très important, puisque nous avons des droits avant d'avoir des devoirs. C'est parce que nous avons des droits que nous avons des obligations. Donc, les idéologues de la fraude du nom qui ne consentent à aucune obligation, ils ont mal compris le système. Ils ont mal compris le principe de notre système. Et c'est induire les gens en erreur que de dire je ne veux aucune obligation, puisque s'il n'y a pas d'obligation, il ne peut pas y avoir de droit. Vos droits sont leurs obligations, et ça c'est très important. Donc, faire valoir ses droits est une façon de récupérer aussi sa souveraineté, puisque vous faites valoir leurs obligations. Alors, on m'a souvent demandé quels articles de loi on pourrait faire valoir pour telle ou telle situation. Mais là encore, vous n'avez pas besoin de connaître l'article de loi sur le bout des doigts. Vous n'avez pas besoin de connaître sa codification. Vous avez juste besoin de savoir que vous êtes légitime et de savoir que la loi est derrière vous. Parce que comme je vous le disais, et comme je le dis souvent, celui qui sait est l'autorité naturelle de celui qui ne sait pas. Et donc, en général, dans 95% des cas, quand vous allez faire valoir vos droits, vous allez d'abord tomber sur le bas de la hiérarchie qui ne sait pas. Ainsi, vous allez devenir l'autorité face à cette hiérarchie qui, pour récupérer son autorité, pour redevenir l'autorité, va appeler quelqu'un qui sait, un sachant. Et ce qui est bien quand vous tombez avec quelqu'un qui sait, et que vous savez, c'est qu'il va vous accorder ce droit.
parce que tout simplement, nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas, depuis 3 ans que je fais valoir mes droits, je n'ai jamais eu à entamer une procédure de quoi que ce soit, puisqu'à chaque fois, j'ai été mené à un sachant, et le sachant, comme il savait, tout comme moi, alors ils m'ont accordé mes droits, tout simplement. Maintenant, comme je vous le disais aussi, dans 95% des cas, c'est extrêmement puissant de faire valoir ses droits. Mais dans 5% des cas, et pour une raison qui est assez simple, je mettrai beaucoup de guillemets et beaucoup de précautions à faire valoir ses droits. Peut-être l'avez-vous compris, c'est face aux dépositaires de l'autorité publique. Pourquoi? Parce que ce soit les organismes publics, que ce soit dans le commerce, dans le privé, au travail, dans le social, tous ces organismes n'ont pas la force légitime. Que les dépositaires de l'autorité publique, oui. Donc, il faut redoubler d'attention quand nous faisons face aux dépositaires de l'autorité publique, parce que, comme vous devenez des sachants, alors, si le flic, si le dépositaire de l'autorité publique ne sait pas, il n'est plus l'autorité, et vous devenez l'autorité. Et malheureusement, chez les êtres humains, l'impuissance, le fait de ne pas savoir, de ne pas répondre alors que nous sommes nous-mêmes l'autorité, eh bien ça peut générer des comportements agressifs. Et donc c'est pour ça que je vous dis que dans 95% des cas, faire valoir vos droits est extrêmement puissant et généralement personne ne va contre, si ce n'est effectivement les dépositaires de l'autorité publique. Donc, n'oubliez pas que vous êtes responsable de vos actes et que le droit agit a posteriori, c'est-à-dire après les faits. Donc, je vous invite à ne pas faire justice vous-même face aux dépositaires de l'autorité publique. N'hésitez pas à savoir quelles sont leurs obligations à eux. Toute la partie du 432 du Code pénal, 432.1, 432.4, 432.5, 432.9 et 17. Tout ça sont des droits qui vous protègent de l'autorité. Et donc, faire valoir ses droits aussi est très important. Et donc vous voyez que finalement, mis bout à bout, nous pourrions individuellement, non pas dans le but de nuire à l'État, mais récupérer notre pouvoir de décision. Et quand vous récupérez votre pouvoir de décision, eh bien l'État l'a moins. C'est mathématique. Comme je vous le disais, le système se nourrit de votre temps, vous pouvez donner moins de temps. Et mathématiquement, comme vous donnez moins de temps à l'État, alors vous l'affaiblissez et vous avez plus de temps. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au vu de l'iniquité du système, travailler pour vous, en quelque sorte, c'est beaucoup plus équitable, beaucoup plus avantageux. Maintenant, et pour terminer, je voudrais vous donner aussi encore une autre grille de lecture. Donc vous le savez peut-être par le biais de la chaîne de Lorelai, d'Esclave Horror Story, que Maître Fortabat, l'abattu, nous a démontré que les impôts étaient totalement illégaux. Bien sûr, bien avant que Philippe nous dise ça, on le savait déjà que les impôts devaient être consentis et qu'au vu du fait que nous ne puissions être dans une démocratie et que nous n'avons jamais été dans une démocratie tout simplement parce que le peuple n'a jamais été souverain, alors les impôts sont illégaux. Eh bien, depuis 3 ans, je connais tout un tas de gens qui se battent contre ce système pour dire, finalement, à ce système pourri, corrompu, de bandits, de voyous, de criminels de guerre, leur envoyer un papier pour leur dire « vous êtes illégaux avec vos impôts, vous êtes des criminels de guerre », ils s'en tamponnent en fait, ils s'en cognent. La justice est morte, oubliez la justice, le droit l'a tué. Donc je vous invite pas à attendre quelque chose de la justice. Par contre, il y a tout un tas de gens extrêmement riches qui ne payent pas d'impôts sans pour autant faire la guerre au système, sans pour autant écrire au système en disant t'es méchant. Et comment ils font? Eh bien, ils défiscalisent. Ils font de l'optimisation fiscale. Mais l'optimisation fiscale, elle est à la portée de tous. Vous pouvez tous ne pas payer d'impôts. Tous, sans exception. Simplement, il faut le savoir. Alors, il y a plein de façons de le faire, et une des façons qui est accessible à tous, c'est l'art. L'art est un refuge fiscal, et c'est pas un refuge ponctuel, c'est un refuge permanent. C'est tout le temps comme ça. Dit autrement, si, pour ceux qui sont assujettis à l'impôt, eh bien, vous n'avez qu'à acheter de l'art.
Et quand vous achetez de l'art, eh bien, vous pouvez déduire de vos impôts 66 à 76% du montant de cette œuvre d'art. Alors vous pouvez prendre quelque chose d'utile, peu importe ce que vous achetez. Vous voyez que là encore, vous récupérez votre pouvoir de décision et vous récupérez une partie du temps que vous avez déjà donné. Sans aller faire la guerre au système, sans écrire des courriers en disant au méchant loup que c'est un méchant loup. Évidemment, tout ce que je vous invite à faire reste légal. Pourquoi? Parce que en tant qu'individualité, je veux pouvoir, d'une, garantir votre intégrité physique, et c'est surtout, j'aimerais que personne ne puisse vous empêcher de le faire. Pas même la loi. Donc voilà, une petite partie, puisqu'effectivement, vous voyez bien que votre pouvoir de décision se retrouve partout dans votre vie. Et c'est la forme d'un État, la forme d'un système, la forme d'un gouvernement est intrinsèquement liée à la capacité de ceux qui le composent, autrement dit les citoyens, les êtres humains, de ceux qui le composent, à accepter la volonté du système, à accepter de consentir à quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt. Dit autrement, quand on arrêtera d'acheter leur merde, ils arrêteront de la vendre. Donc voilà pour cette vidéo. Alors évidemment, je pourrais m'étaler des heures et des heures sur tout ce que nous pouvons faire tellement il y a de choix. Pour renforcer un groupe, vous savez que je crois très peu au groupe, tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous. Mais pour renforcer un groupe, n'oubliez pas que les grandes choses sont faites de plus petites, et bien il suffit de renforcer toutes les individualités de ce groupe. Et je pense qu'une bonne partie de la reprise de notre pouvoir sur nous-mêmes en tant qu'individualité et en tant que peuple, eh bien c'est justement de bien faire attention à tout cela et de bien comprendre quelles sont nos forces, quels sont nos pouvoirs face à un système qui n'en a quasiment aucun. Sauf si évidemment vous vous focalisez sur la partie collective. Donc voilà pour cette vidéo, je pourrais développer encore longtemps comme je vous le disais, mais j'ai encore pas mal d'autres choses sur le feu que j'aimerais pouvoir vous parler. Donc la prochaine vidéo s'adressera à notre chère ex-avocate Valérie Bugot, qui signe un article sur la fraude du nom, sur la rocambolesque escroquerie de la fraude du nom, en nous parlant que d'idéologie, c'est-à-dire sans amener aucune source légale. Ainsi, je vais tâcher de répondre à cet article en pointant des bases légales dont elle n'a absolument pas parlé et de par mes sources dont elle ne connaît absolument aucun rouage. Je vous remercie d'avoir pris du temps de m'écouter, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.